J'ai réuni ce matin les organisations syndicales et les représentants des employeurs de la fonction publique, en respectant les distances de prévention, pour faire un point sur les mesures mises en œuvre dans le secteur public en matière de protection des agents, mais aussi de plan de continuité d'activité. Nous avons indiqué aux organisations syndicales et aux employeurs publics à la fois les consignes à respecter en matière de prévention, c'est un rappel utile, le fait qu'à chaque fois qu'un agent est amené à être confiné ou qu'il ne peut se rendre sur son lieu de travail car il ne dispose pas de solution de garde d'enfants et que la présence de ses enfants à domicile nécessite qu'il soit lui aussi présent à domicile, nous puissions mettre en place une autorisation spéciale d'absence que nous avons prévue depuis le début du mois, qui permettra aux agents d'être rémunérés intégralement, tant pour la part indiciaire que pour la part indemnitaire. Et nous avons indiqué aux employeurs territoriaux comme aux employeurs hospitaliers que nous trouverons ensemble les moyens de régulariser des situations si la décision de rémunérer intégralement un agent était contraire à une délibération antérieure, puisque parfois des délibérations ont été prises pour préciser que l'autorisation spéciale d'absence n'était accompagnée de la rémunération que pour l'indiciaire et pas l'indemnitaire. Nous avons dit que le télétravail devient une règle impérative, que seuls les agents dont la présence est requise pour des nécessités de continuité de service devront être à leur travail, mais qu'à chaque fois que c'est possible, à chaque fois que c'est matériellement envisageable, il faut que le télétravail soit la règle impérative et que seuls les agents à qui il est demandé de venir sur leur poste de travail soient présents sur leur poste de travail. Nous limitons évidemment l'organisation des réunions au strict minimum nécessaire et à chaque fois en observant des règles de précaution pour éviter toute propagation du virus et toute mise en danger des participants aux réunions. Nous indiquons à l'ensemble des employeurs publics au cours de la journée les règles à respecter et les recommandations que le gouvernement formule pour l'organisation d'un accueil minimum dans un certain nombre de services, je pense notamment aux collectivités locales, en veillant à ce que et en invitant les employeurs territoriaux à organiser les choses pour que seuls les services strictement nécessaires, notamment ceux d'état civil, restent ouverts au public. Nous leur demandons aussi d'organiser leur fonctionnement pour tout ce qui concerne la restauration collective, de manière à ce que celle-ci soit à la fois assurée pour permettre aux agents de se restaurer, mais dans des conditions de précaution et de prévention qui soient importantes, de limitation du nombre de participants simultanés, de privilégier à chaque fois que c'est possible la formule de panier repas individuel et d'éviter tout contact entre les agents, mais aussi entre les denrées et les agents individuellement. Je souligne aussi que est en cours d'organisation et est organisé actuellement l'accueil des enfants des personnels médicaux qui ne disposent pas de solution de garde. Nous avons demandé à ce que les enfants inscrits en crèche puissent être accueillis dans les crèches qu'ils fréquentent habituellement et que les enfants inscrits dans les écoles puissent, à titre exceptionnel et dérogatoire, être accueillis dans les écoles qu'ils fréquentent habituellement. Et nous remercions les enseignants, l'ensemble des personnels éducatifs de la communauté éducative pour leur mobilisation sous l'égide de Jean-Michel Blanquer. Il s'agit de la seule exception, permettre l'accueil des enfants des personnels médicaux dont la présence est évidemment requise sur leur lieu de travail. Nous aurons à nous poser la question dans les jours qui viennent de l'accueil éventuellement d'enfants, de personnes et d'agents publics dont la présence serait requise pour l'exercice d'activités tout à fait essentielles et stratégiques à la continuité des services, et nous prendrons alors les dispositions nécessaires. J'ai par ailleurs indiqué aux organisations syndicales et aux employeurs publics qu'il fallait respecter un certain nombre de règles concernant des personnels présentant des antécédents ou des critères pathologiques définis par le 11 Conseil de santé. Il y a 11 critères pathologiques ou antécédents définis par le Haut Conseil de santé qui nous semblent nécessiter l'éloignement impératif du lieu de travail et des collectifs de travail des agents concernés. La liste des 11 pathologies ou antécédents sera rendue publique et communiquée aux partenaires sociaux. Il s'agit, pour exemple, et de manière non exhaustive, des patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ou aux antécédents cardiovasculaires marqués, ou encore des patients présentant une forme de diabète insulinodépendant avec des complications secondaires à leur pathologie, ou encore de patients en insuffisance respiratoire ou connaissant une immunodépression médicamenteuse. La liste des 11 pathologies répertoriées et recensées par le Haut Conseil de santé
sera rendu public pour pouvoir être appliqué, mais la consigne est à l'éloignement et donc la protection des agents concernés. Nous demandons aussi à ce que les agents qui sont des femmes enceintes puissent être éloignés des collectifs de travail, et pour tous ces agents, ceux souffrant ou présentant soit des critères, soit des antécédents médicaux, soit en situation de grossesse, évidemment, à chaque fois que c'est possible, le télétravail doit être la règle pour permettre la continuité de l'activité des services. Les mesures que j'indique là seront bien évidemment complétées au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Chaque ministère, dans le cadre de son plan de continuité d'activité des services, a répertorié les activités essentielles à la continuité des services et un service public minimum. Chaque employeur public, territorial ou hospitalier, doit aussi mettre en œuvre les plans de continuité d'activité des services avec l'identification des fonctions stratégiques minimum. Et nous accompagnons évidemment l'ensemble des employeurs publics via les associations d'élus, via les différentes fédérations, pour formuler un certain nombre de recommandations, notamment sur les services à maintenir et à garder ouverts, ou en tout cas en activité, quelle que soit la forme de l'activité. Je le répète, le télétravail doit véritablement s'imposer comme la forme commune à chaque fois que c'est possible, à la fois techniquement et en termes de protection des données pour les agents ayant à manipuler ou à connaître de données sensibles. Voilà ce que je peux vous dire, et je veux bien évidemment répondre à vos questions. Pour les personnes qui ont dans leur entourage une personne qui a des problèmes médicaux correspondant à une des 11 pathologies, est-ce que vous considérez qu'il faut obligatoirement un éloignement du lieu de travail aussi? Parce que vous nous avez parlé de ceux qui étaient atteints. Non, nous ne préconisons pas l'éloignement impératif du lieu de travail des agents qui seraient proches, à un titre ou à un autre, d'une personne présentant une des 11 pathologies que j'ai évoquées. Nous appelons cependant à la plus grande prudence, comme vis-à-vis de toute personne pouvant être considérée comme fragile. Je pense notamment aux personnes les plus âgées. Et lorsque nous parlons et lorsque le gouvernement évoque la nécessité de restreindre sa vie sociale et ses contacts et de protéger les personnes les plus fragiles, il s'agit évidemment d'appliquer ces règles et ces préconisations à tous les agents. Il y a ça serait la même réponse pour les femmes enceintes, puisque la liste des 11 critères que j'ai évoqués ne comprend pas la situation de grossesse. C'est nous qui décidons, qui avons décidé qu'en situation de grossesse, pour un agent public, nous favorisons, nous privilégions de manière même impérative le télétravail. Monsieur. Bonjour, j'ai deux petites questions, s'il vous plaît. La première, ce maintien du régime indemnitaire et du traitement de base pour les agents qui éventuellement ne pourraient pas travailler, aussi bien pour l'État que pour les collectivités locales ou la fonction publique hospitalière. Est-ce que vous avez une idée du coût pour ce budget de l'État? Non, pas à ce stade. Cela fait partie des mesures que nous avons prises et que nous prenons comme dans le secteur privé. Nous avons, dans le secteur privé, annoncé des modifications des règles d'indemnisation du chômage partiel pour qu'ils soient plus protecteurs. Muriel Pénicaud a aussi annoncé sa volonté de mettre en place des systèmes d'indemnisation qui aujourd'hui n'existent pas à destination des indépendants ou des aides à domicile. Le président de la République, comme le Premier ministre, ont été très clairs. Il faut que nous prenions les dispositions nécessaires, quoi qu'il en coûte. Notre objectif reste à la fois et prioritairement la protection des personnes, la capacité que nous aurons à endiguer cette épidémie et à y répondre, et ensuite la préservation de l'économie. Cela passe aussi par la préservation du niveau de revenu des personnes. Est-ce que vous avez quelques exemples de fonctionnaires dont la présence sera obligatoirement requise dans différents secteurs compte tenu de la nature de leur mission? Il y a légion d'exemples d'agents publics dont la fonction est évidemment requise, ministère par ministère. C'est d'ailleurs au cœur même du statut de la fonction publique que de répondre à un certain nombre de devoirs, notamment en matière de continuité des services. Et nous avons comme objectif, parmi nos objectifs principaux, la continuité de l'activité des services publics. Il en va du fonctionnement de l'État, il en va du fonctionnement de la vie de la nation tout entière. Et nous devons prendre toutes les mesures de précaution, mais nous devons garantir la continuité des services. Je pense aux forces de sécurité, je pense aux personnels médicaux, je pense aussi à un certain nombre d'agents publics, ministère par ministère, avec des situations qui peuvent être très différentes. Au sein du ministère de l'Éducation nationale, il s'agit par exemple des enseignants ou des personnels de la communauté éducative qui doivent prendre en charge
l'accueil des enfants des personnels médicaux. Dans un ministère comme le ministère de l'Action et des Comptes Publics, il s'agit aussi des agents qui ont pour mission de payer des factures auprès d'entreprises vis-à-vis desquelles nous ne devons pas ajouter des difficultés de trésorerie à celles qu'elles rencontrent déjà, rembourser des crédits d'impôt, assurer le remboursement ou le paiement de tel ou tel revenu ou de tel ou tel engagement vis-à-vis des entreprises comme des particuliers. Ça nécessite évidemment une présence. Il s'agirait par exemple de garantir le paiement des payes, des traitements des agents publics. Et donc ministère par ministère, évidemment, il y a des présences requises à chaque fois que nous le pourrons. Et dans la limite de certaines contraintes, notamment informatiques, nous favorisons le télétravail. Et à chaque fois qu'une mission peut être exercée à distance, nous le faisons. Mais par définition, il y a des missions qui nécessiteront d'être exercées. Nous appelons les différents employeurs publics à prendre des dispositions particulières. À titre d'exemple, au sein des ministères économiques et financiers, les personnels requis travaillent plutôt en binôme et en effectif réduit, à l'échelle d'une semaine, avec un roulement hebdomadaire, de manière à éviter les contacts entre deux équipes, entre deux brigades, au cas où l'un des personnels serait éventuellement contagieux. Mais ça permet de garantir une présence physique, de garantir une continuité du service, en réduisant autant que nous le pouvons les effectifs physiquement et réellement présents. Si dans ces personnels requis, certains voulaient exercer leur droit de retrait en invoquant des périls graves et imminents, est-ce qu'on considérerait que ça serait légal ou pas ? Le droit de retrait répond à une définition juridique et jurisprudentielle. Et le fait d'être exposé à une forme de risque, du fait de la nature des fonctions, n'est pas un critère du droit de retrait dans le droit actuel. Si les employeurs publics, d'une part, respectent l'intégralité des instructions données en matière de prévention, et si la continuité des services et la mise en œuvre des plans de continuité d'activité des services sur les activités stratégiques nécessitent de manière impérative une présence physique, le droit de retrait ne peut pas être évoqué. C'est un point de droit et cela relève de la capacité de l'État à garantir la continuité des services, à condition bien évidemment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les agents. Je l'ai indiqué aux partenaires sociaux ce matin, mais c'est un point qui est important, qu'il faut souligner. Il y a des métiers, des corps de fonctionnaires qui, par le droit, voient leur droit de retrait strictement limité. Je pense notamment aux forces de sécurité. C'est le droit existant. Il y a aussi une nécessité impérieuse de continuité des services. Et c'est la raison pour laquelle les plans de continuité d'activité des services définissent les fonctions stratégiques qui doivent continuer à être exercées et définissent les modalités d'exercice de ces fonctions. Je le répète, à chaque fois que c'est possible, nous ferons en sorte que cet exercice soit fait à distance. Est-ce que ces plans de continuité existent déjà ou est-ce que les administrations sont en train de les construire? Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, vous avez je prends l'exemple des recours gracieux auprès de l'administration. Il y a des délais qui courent. Est-ce que ces délais vont être interrompus dans la mesure où on n'est pas sûr que l'administration puisse répondre dans les temps, ou bien l'examen des permis de construire, enfin, toutes ces procédures qui sont encadrées par des délais? Concernant les plans de continuité d'activité des services, ce sont des plans qui préexistent dans les différents ministères et qui préexistent dans la plupart des établissements hospitaliers et dans la plupart des collectivités territoriales. Les derniers jours ont vu les administrations actualiser leur plan de continuité d'activité pour faire face à une situation inédite que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a eu actualisation, mais ce sont des plans qui existent et qui sont prévus pour répondre à des situations de crise. Un des derniers exemples de mise en œuvre des plans de continuité d'activité des services dans les ministères, et notamment dans le ministère auquel j'appartiens aujourd'hui, date de la crue de la Seine de 2017-2018 qui avait entraîné la nécessité d'organiser différemment les services pour garantir une continuité d'activité sur certains sites. La deuxième question que vous posez concerne des questions de délai. Aujourd'hui, ce sont des choses que nous sommes en train de regarder et d'évoquer. L'objectif que nous avons est évidemment de traiter les choses avec pragmatisme. Il est hors de question que des usagers se voient privés d'un droit pour des raisons de gestion de crise, de la même manière que nous comptons aussi sur l'engagement civique et citoyen pour éviter la multiplication de procédures. L'essentiel est de faire face, de garantir la continuité, tout ça dans le pragmatisme et en inventant au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie les solutions et les réponses qui conviennent le mieux. On fera un petit rappel
annoncées concernent combien de fonctionnaires de la fonction publique nationale, territoriale et hospitalière? Il y a 5 500 000 agents publics en France, dont 1 million de contractuels et 4 500 000 titulaires, répartis entre les trois versants de la fonction publique d'État pour 2 400 000 agents, de la fonction publique territoriale pour 1 900 000 agents, et le reste est dans la fonction publique hospitalière. Les mesures que j'évoque de continuité d'activité vont mobiliser les agents dans des volumes qui sont inégaux selon les administrations et la nature des activités exercées, de la même manière que la répartition entre les agents continuant à exercer leur activité sur site et les agents l'exerçant en télétravail ou à distance est une répartition très différente d'un employeur public à l'autre. Vous dire aujourd'hui combien d'agents vont pouvoir travailler en télétravail et combien d'agents seront tenus de venir sur le site, sur leur site, au pluriel, est une mission impossible, dans la mesure où il s'agirait de compiler la mise en œuvre de tous les plans de continuité d'activité de l'ensemble des employeurs publics qui se comptent en dizaines de milliers. Mais pour les ordres de grandeur, voilà ce que je peux vous rappeler. Pas d'autres questions ? Je précise qu'à l'issue de cette conférence de presse et au-delà de la captation vidéo, nous aurons à rendre public un communiqué de presse permettant de rappeler, les instructions que nous donnons, les consignes qui sont données aux différents employeurs en matière d'organisation de l'activité des services, les pathologies qui, à nos yeux, nécessitent un éloignement systématique des agents et le fait de privilégier de manière systématique aussi le télétravail, et la consigne que nous donnons de permettre aux agents qui le peuvent, de manière systématique, de travailler en télétravail. Merci à tous. Formel sur, voilà, il y a tant de télétravailleurs. Au fur et à mesure où nous aurons les informations, mon cabinet est évidemment à votre disposition, moi-même, pour vous les communiquer, sachant que je ne vous cache pas que parfois nous avons aussi des priorités sur la continuité des services qui vont au-delà du recueil statistique en l'espèce. Mais on reste à votre disposition, bien évidemment. Merci à tous.